Vendredi 8 septembre 2023, Madame, Monsieur, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous recevez. D'entrée de jeu, je voudrais remercier tous ceux qui nous suivent des États-Unis, du Canada, du Sénégal, du Gabon. Je n'oublie pas les autres pays, je ne pourrai pas tout citer. Au Bénin, merci également pour votre fidélité à cette émission d'analyse politique qui se penche sur les questions d'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets et vous le savez, l'actualité a été animée un peu ou agitée ces dernières heures par cette lettre adressée par le président de la République aux maires et aux secrétaires exécutifs. Donc, le premier thème à aborder, c'est donc non aux travaux urbains d'embellissement. Encore une mesure de lutte contre la corruption. C'est une interrogation à laquelle mes débatteurs présents sur ce plateau vont répondre. Mais également, nous allons aborder l'actualité sportive avec donc les Guépards du Bénin qui jouent une chance, la dernière, pour ne pas dire l'ultime, donc ce samedi en Mozambique. Et pour donc décrocher la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, donc Cannes, Côte d'Ivoire. Les Guépards seront-ils du rendez-vous? Pour en parler sur ce plateau, deux éminents journalistes. Mais avant de vous les présenter, nous allons observer une courte pause. À ma droite, un journaliste que vous connaissez, vous avez entendu son nom certainement plus de 15 ans déjà, mais vous ne l'avez pas souvent vu sur cette émission. Je vous le présente à ma droite, c'est bien Frédéric Espoir Oumabou. Frédéric Espoir Oumabou, bonjour ou bonsoir. Bonjour Mori Agua, bonjour à nos téléspectateurs, bien évidemment. Frédéric Espoir Oumabou, il est journaliste, il est analyste politique, il est chroniqueur sportif et donc nous l'avons invité sur ce plateau pour nous aider à mieux décortiquer l'actualité sportive des Guépards, mais aussi il aura l'occasion de se prononcer sur l'actualité de cette semaine qui concerne cette lettre du président de la République. À ma gauche, Sergino Lokossou, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où se situent nos téléspectateurs. Bonjour, bonsoir à nos chers amis téléspectateurs. Bonsoir à Frédéric Movo, c'est la première fois que je le rencontre en sur plateau. Ce plateau, oui. Durant toute ma vie professionnelle. Ouais. On se connaît, mais on n'a jamais eu la chance de partager un plateau. C'est fait, c'est fait. Je vous en donne l'occasion. Et c'est donc qu'on le fait maintenant. Et nous tenons à vous remercier. Sergino Lokossou, vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique. Je confirme. Sergino Lokossou, Frédéric Espoir Oumabou, nous allons aller dans le vif du sujet. Et comme je le disais, cette semaine, le président a pris une note, une lettre qu'il a adressée aux maires et aux secrétaires exécutifs. Et en résumé, il interdit donc ces embellissements de trottoirs, d'arbres et autres à l'occasion des fêtes. Et peut-être ça a étonné, ça a surpris plus d'un. Mais on se demande si cette décision n'est pas encore une autre mesure contre la lutte qui rentre en ligne de compte en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Et c'est à cette question que vous allez répondre. Je commence par Sergino Lokossou. Merci, Mauril. Je crois que le chef de l'État, en prenant cette décision, c'est pour corriger forcément une faille qu'il aurait constatée au sein de l'appareil étatique, notamment au niveau de l'administration locale ou au niveau du département. Parce que la décision concerne et les préfets et les maires surtout, mais les préfets sont chargés de veiller à l'application correcte et régulière de cette décision du chef de l'État, signée du chef de l'État. Je pense que l'embellissement des villes à l'approche des fêtes nationales a cours depuis fort longtemps, mais le chef de l'État a décidé qu'il ne veut plus voir, il a interdit. Et s'il interdit une pratique
pareille qui, pour le commun des mortels, cette pratique apporte un attrait à nos villes, parce que le fait d'embellir les arbres à l'approche des fêtes, on voit que nos villes changent de couleur. Et donc le chef d'État, en décidant de supprimer cette façon de faire, c'est qu'il aurait eu vent forcément d'une certaine faille au niveau de la gestion, parce que c'est de l'argent qu'il faut payer pour pouvoir embellir, du moins donner à ces peintres ou à ces structures ou organismes chargés d'embellir les villes, les places publiques, les artères et les trottoirs. Au-delà de ça, je pense que en ce qui concerne les arbres, c'est peut-être par respect de notre environnement, par respect de l'écologie que le chef d'État a peut-être décidé. Je dis ça comme ça, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je me dis, les substances qui sont utilisées pour la confection des peintures pour les arbres, peut-être que ça peut porter un coup à nos arbres, alors qu'on a besoin de ces arbres dans l'environnement, le vent que nous respirons, l'air que nous respirons, pardon. Et qu'en dites-vous des trottoirs alors? Les trottoirs, il faut que le badigeonnage des trottoirs respecte un certain norme. Et quand on parle de trottoir, il faut forcément voir le code de conduite, le code de la route. Est-ce que cette façon de badigeonner les trottoirs, est-ce que ça cadre avec les normes prescrites par le code de la route? Je n'en ai aucune information, mais je pense que si le chef de l'État, en le faisant, c'est que parfois, on utilise les couleurs, ou ceux qui le font utilisent des couleurs qui ne sont pas forcément des couleurs adaptées par rapport au code de la route. Au-delà de tout ça, c'est une passation de marché public qui se fait, qui passe le marché public et qui gagne sur ce marché public-là. Et donc, le chef de l'État, qui est quand même à des informations, à des services de renseignement un peu partout sur le territoire national, si le fait, c'est que c'est pour éviter, comme vous l'avez titré, c'est encore une mesure de lutte contre la corruption, on va dire ça comme ça, parce que forcément, ces contrats ou ces passations de marché ne respectent pas forcément les normes, soit, je dis du n'importe quoi, c'est possible, c'est des hypothèses que je suis en train d'explorer, des pistes que je suis en train d'explorer. Peut-être que ce sont ces mêmes élus qui créent les structures, qui sont en charge, qui remplissent les conditions pour pouvoir faire cet aménagement qui quand même, dont l'objectif est d'apporter un attrait nouveau à nos villes. Je pense que l'un dans l'autre, le chef de l'État, en interdisant, en prenant lui-même cette décision, c'est qu'il a eu vent de ce que, à l'approche des fêtes, c'est un réseau, peut-être, je dis ça comme ça, pour permettre de nourrir peut-être les amis des maires ou les amis des secrétaires exécutifs. Mais tout compte fait, c'est une décision à saluer parce que quand vous laissez de côté le badigeonnage des arbres, au moins les trottoirs, il faut quand même que les couleurs qui sont utilisées respectent le code de la route, les normes en matière de trafic routier, on va dire ça comme ça. Frédéric Espoir-Ouambou, voilà une décision que prend le chef de l'État. Quelle appréciation d'abord vous faites en tant que journaliste, analyste politique de cette décision? Oui, la première chose qu'il faut chercher à comprendre, c'est pourquoi c'est le chef de l'État qui signe une telle décision. Parce que juste au-delà des maires, il y a quand même ceux qu'on appelle les responsables de tutelle qui sont les préfets. Et normalement, je pense que la première personne qui devrait donc prendre une décision pareille, c'est peut-être le préfet, parce que c'est lui qui donc a devoir de voir tout ce qui se passe dans les mairies. Et donc vous allez voir, pour la plupart du temps, des préfets, chacun prend sa décision, en tout cas prend une décision, chacun de son côté, pour pouvoir donc gérer un certain nombre. Vous faites allusion à la décentralisation, Bien au respect du principe de la décentralisation. Donc ces préfets-là ont droit de regard de la gestion qui se fait au niveau donc des maires. Quand on quitte ce niveau, il faut aussi voir le ministre de tutelle, qui aujourd'hui reste le ministre de la décentralisation et qui donc est une des autorités qui doit pouvoir taper du poing sur la table par rapport donc à la gestion de ces fonds qui arrivent dans les caisses dans les caisses communales plutôt, pour pouvoir dire que réellement, il va falloir bien gérer cette sous-là. Bon, moi je pense que si le chef de l'État arrive à prendre une telle décision, arrive à signer une telle décision, c'est peut-être que quelque part il y a eu plusieurs faiblesses, soit au niveau des préfets, soit au niveau du ministre, ou
parce qu'il n'y a pas eu respect du responsable, de l'autorité publique. Peut-être qu'il lui avait reproché cela et que ce n'était pas sur la place publique. Et il a constaté que c'est des faits qui se répètent. Oui, parce que la note vient à quelle époque? On vient juste de passer l'étape de la fête nationale. Cela voudra dire que réellement, il y a peut-être eu mauvaise gestion quelque part, il y a peut-être eu prévarication quelque part. Parce que quand on finit la fête nationale, en tout cas, la fête nationale est souvent l'époque où cette tranche où les maires cherchent à pouvoir se faire un peu de sous. Aujourd'hui... vous le dites comme ça? Non, je le dis comme ça parce que j'ai vécu, j'ai vu, j'ai fait des enquêtes sur beaucoup de mairies. Dans le Zoo, par exemple, aujourd'hui, je suis dans l'Atlantique et je vois un peu tout ce qui se passe. Donc, il faut dire que c'est des époques des périodes de création. Bon, entre griffes. C'est des périodes où chaque maire veut pouvoir justifier quelque chose, veut pouvoir montrer à la population qu'il fait quelque chose. Et donc, pourquoi attendre cette période-là pour passer quelques couches de peinture pour se faire, parce que, après tout, Sergino le disait tantôt, c'est des marchés publics qui sont passés. Exactement. Et quand on dit marché public, c'est souvent à coût de millions. Vous comprenez donc que dans la vision du chef de l'État qui est aujourd'hui donc de refaire nos villes pratiquement, si on doit continuer à jeter des millions sur des trottoirs, des arbres, je crois que c'est de l'argent gâché. Et donc, je pense que c'est peut-être dans cette vision que le chef de l'État se trouve et donc a dit, bon, à un certain moment, il faut quand même taper du poing sur la table pour dire que nous sommes encore là, nous sommes l'autorité. Et je crois que c'est ce que le chef de l'État a fait à travers cette décision. Les juristes pensent que, je pense que vous l'avez abordé, les juristes pensent que normalement, ce n'était pas au chef de l'État de prendre une telle décision, mais quand il arrive à le faire, vous l'avez abordé également, ça montre quand même que, au-delà pour les analystes politiques que vous êtes, qu'il y a un problème, qu'il y a mal donne, et que certainement que, il a déjà appelé à ce que ces genres de choses ne se répètent et que peut-être il a constaté que ça s'est répété lors des fêtes, des dernières fêtes, et donc il a voulu quand même taper du poing sur la table. Oui, parce que on parle de Patrice Talon, le chef de l'État béninois. Vous savez, il n'est pas du genre à faire des sorties à l'emporte-pièce qu'on a vu avec un certain nombre de chefs de l'État. C'est un chef de l'État qui est, je peux dire, qui est pondéré et qui donc a souvent l'amabilité Et d'ailleurs, le décret, pas le décret, cette lettre-là, cette lettre adressée au maire et au préfet et au SE, est affiché à l'écran. Je ne vous arrête pas, vous pouvez continuer. Donc, il a l'amabilité de délégation de pouvoir pour la plupart du temps. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on ne le voit pas dans toutes les sorties non plus. Donc, je pense que s'il arrive qu'il prennent une telle décision alors que soit le préfet pouvait la prendre, soit le ministre pouvait la prendre, c'est forcément parce qu'il y a quelque part quelque chose qui n'a pas marché. Peut-être parce qu'on n'a pas respecté entre-temps l'autorité du ministre ou on n'a pas respecté entre-temps l'autorité du préfet. Je ne sais pas, je dis du n'importe quoi. Mais l'aspect que vous n'évoquez pas, c'est que nous sommes en décentralisation et que cela peut-être porte entorse à la libre administration des collectivités locales par les autorités élues. Qu'en dites-vous, Sergino Lokosso? Qui porte la décentralisation, en fait, c'est le chef de l'État qui définit la politique de la décentralisation. La politique nationale en général, et dans la politique nationale, il y a les différents secteurs, notamment le secteur de la décentralisation. Et récemment, on a vu qu'il y a eu des réformes en ce qui concerne la décentralisation. Je pense que je comprends mon confrère quand il parle de ce que le préfet pouvait prendre sa décision. Il parle du parallélisme des formes qui n'est peut-être pas respecté, mais qui est respecté parce que la Constitution donne plein pouvoir au chef de l'État. Oui, la Constitution donne le pouvoir discrétionnaire au chef de l'État de prendre des décisions
décisions qui engagent la vie de la communauté. Parce que c'est au chef de l'État que nous avons confié le pouvoir. Et c'est lui qui choisit maintenant ceux-là qui vont exercer le pouvoir avec lui, et notamment les maires. C'est vrai que le maire n'est pas désigné. Le maire est élu au même titre que le chef de l'État. Mais le maire est dans une république. Et cette république est gérée par le chef de l'État. C'est vrai que nous sommes dans un état de droit. C'est vrai qu'on peut avoir dans les analyses à reprocher un certain nombre de choses, comme vous voulez de soulever le respect des lois de la décentralisation. Le parallélisme des formes. Je pense que ça ne porte pas en torse, parce que c'est le maire, c'est le président de la République qui définit la politique de la décentralisation et qui fait rejaillir maintenant sur les maires. Et le préfet ne peut pas prendre n'importe quelle décision. Le préfet ne joue pas un rôle hiérarchique sur le maire, c'est faux. Le préfet joue le rôle de la tutelle. Oui. Et la loi a défini les matières dans lesquelles le préfet peut jouer son rôle de tutelle. Donc je pense qu'on n'a pas à trop tirer sur l'opportunité d'une telle décision, si le chef de l'État doit prendre, ou si c'est le ministre de la décentralisation, ou si c'est le préfet, ou si c'est un autre ministre. Donc, je pense que le chef de l'État est dans son rôle. Maintenant, la décision, c'est vrai que quand les autorités publiques prennent une décision, c'est pour corriger une faille. Et le chef de l'État, en prenant cette décision, c'est pour corriger peut-être une faille en griffe, la corruption qui a la peau dure dans l'administration publique béninoise. Et le chef de l'État, même au niveau central, on a constaté qu'il y a des nuits de corruption. Je ne vais pas revenir ou rappeler certaines affaires ici, mais je pense que cette décision, si le chef de l'État qui prend une décision alors même que le gouvernement est en congé, c'est qu'il a eu vent d'un certain nombre de choses et il a voulu arrêter. S'il n'arrête pas, et je l'ai dit sur ce même plateau, qu'on dira c'est sous tel président de la République qu'il y a eu telle malversation financière et qu'on a laissé les maires faire en griffe, instaurer en griffe, ou les maires ou les secrétaires exécutifs instaurer en griffe la cour du roi Péto, où chacun fait ce qu'il veut, où chacun instaure sa loi, alors que nous sommes dans une république. Et comme ça, les décisions du genre montrent qu'il y a effectivement un président de la République qui suit les choses du sommet jusqu'à la base. Alors que l'homme, est-ce qu'il est? Il est changeant, il est ondoyant. Évidemment. On peut avoir confiance à X et au cours du chemin, X peut changer de position ou sa façon de faire. Mais quand on est intègre, on le reste jusqu'à la fin, même si on vous met à des postes stratégiques, à des postes où vous avez un budget vous-même que vous pouvez gérer, vous devrez montrer que vous avez quand même une certaine distance en ce qui concerne le bien public. Et c'est très important. Frédéric Espoir-Oumabou, lorsqu'on sait que l'embellissement, les trottoirs, le badigeonnement des arbres ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la période révolutionnaire, on en a vu à l'approche des fêtes révolutionnaires. J'en ai vu avec les sous-préfets, les chefs de district, comme on les appelle, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Je pense que, bon, maintenant, si on découvre, parce qu'aujourd'hui... Est-ce que cela voudrait dire que à l'approche des fêtes, les villes, les communes ne feront plus leurs toilettes, ou du moins c'est au chef de l'État de donner l'autorisation, ou encore c'est aux populations de cotiser, ou bien c'est aux maires de sortir de l'argent de sa part. C'est des interrogations. Est-ce que ça veut dire que les communes ne feront plus leurs toilettes comme habituel? Comme d'habitude, j'allais dire. Arnaud Mori-Agboa, vous le savez, ces embellissements, ça sert à quoi? En réalité, c'est la question. Ben ça rend belle nos villes. Je vous en prie. Ça rend belle nos villes. Permettez que je réponde à votre question. Ces façons de faire répondent à quoi? Ça participe à quoi? En réalité, passer une couche de peinture sur un trottoir déjà usagé, qui n'est pas entretenu de temps en temps, pensez-vous que ça règle un problème? Des arbres qui sont là, à un certain moment, on passe une couche de peinture pour dire que bon, on embellit une ville. Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui? Parce qu'à un certain moment, on peut avoir fait des erreurs tout le temps, mais à un certain moment, quand on comprend que c'est des erreurs, mieux vaut à ce moment-là y mettre fin et pouvoir penser à autre chose. Aujourd'hui, le peuple béninois, la population dans nos villes et campagnes a besoin forcément du concret.
C'est-à-dire que... Le concret, c'est par exemple la lumière sur l'as Glodigbe, Calavi, Kota, Godomé. Vous l'aviez dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez parlé de lumière. Il faut d'abord les routes. Et, bon, je suppose que c'est des pavés peut-être. Il faut que ces pavés soient entretenus avant qu'on pense, après, maintenant, au badigeonnement. Ces pavés-là ne sont peut-être pas entretenus. Ces arbres-là, on les oublie. C'est après que réellement on commence par dire, bon, il faut passer une couche de peinture pour changer la physionomie de l'artère. Mais je pense que c'est de jour en jour que nous devons, en tout cas pour ceux qui sont des responsables, je veux parler des maires, des secrétaires exécutifs qui les accompagnent aujourd'hui, je pense que c'est au jour le jour qu'il faut penser nettoyer les artères. Et quand une artère est bien nettoyée, quand des arbres qui abordent peut-être un axe sont bien nettoyés, sont bien entretenus, ce n'est même plus la peine de passer des couches de peinture qui, ma foi, creusent le budget de la commune, qui participe à la prévarication, comme je l'ai dit tantôt, et peut-être à la corruption donc, dans nos communes. La surfacturation. Pourquoi pas? Qui ne dit pas son nom. Son nom. Exactement, surfacturation. Parce que jusqu'où le chef de l'État est décidé à donc mettre fin à certaines pratiques, peut-être qu'il trouve un peu exagérées. Oui, jusqu'à la fin de son mandat, on va dire ça comme ça, parce que à l'arrivée, il a compris, il connaît le béninois, il connaît comment fonctionne le politique béninois, parce que je l'ai dit, ceux-là qui occupent des postes stratégiques dans l'administration publique béninoise, c'est des acteurs politiques. La plupart du temps, il peut être un cadre compétent, mais quand vous fouillez, il est issu d'un parti politique. Et donc, je pense que le chef de l'État connaît bien le fonctionnement du pays avant de venir. C'est l'intrus qui connaît la maison, comme on le dit, avant de venir dans la maison. Il sait sur quel levier appuyer pour corriger un certain nombre de choses. Il sait quelle piste explorer pour changer un certain nombre de choses. Et lui-même, il a dit au début de son premier quinquennat que la portion est amère. Même si la portion est amère et qu'on sait que la portion va guérir la maladie, on doit la faire boire aux malades. Quelle que soit l'humeur ou la mine du malade, il doit boire la portion pour que le malade puisse le laisser. Je crois que c'est à ça que le chef de l'État est en train de... C'est cet exercice qu'il est en train de faire. Mais toujours est-il qu'il ne s'entoure pas forcément des personnes de bonne moralité. Parce que depuis son accession au pouvoir, on a constaté également qu'il y a eu des nids de corruption, même au sommet de l'État. Et donc, je pense que s'il le fait, c'est qu'il veut attaquer le mal par la racine, comme on le dit, parce que ça commence par la base pour venir au sommet. Et donc, s'il le fait, s'il prend cette décision, c'est qu'il a eu vent d'un certain nombre de choses, je le dis ça comme ça, mais il veut arrêter quelque chose parce qu'une autorité ne prend jamais une décision ex nihilo, c'est qu'il est informé de quelque chose, et donc pour arrêter la chose, il prend sa décision. Et quand vous lisez la décision, il est mis quelque part que les préfets et qui jouent le rôle de tutelle des maires sont tenus de respecter cette décision, de faire appliquer cette décision dans leur territoire de compétence. Je pense que c'est très important et c'est également ce que je dis. C'est vrai qu'on ne peut pas jouer les gendarmes derrière de grandes personnes, des pères de famille. En général, on va dire ça comme ça. C'est eux-mêmes qui doivent se dire c'est la chose publique. Ce n'est pas un héritage familial. Même si c'est un héritage familial, ce n'est pas de cette manière-là qu'on gère un héritage. C'est la chose publique, c'est le bien de tout le monde. Il faut bien gérer parce que ceux-là, ici au Bénin comme ailleurs, qui ont bien géré, leur nom est inscrit dans le grand livre, comme on le dit, de l'histoire du pays, comme on le dit. Et donc, il faut qu'on travaille à cela. Et moi, j'invite les partis politiques à intégrer ça dans la conscience de leurs membres, parce que c'est parmi ces membres qu'on choisit ces maires, qu'on choisit ces élus qui occupent des postes stratégiques, qui occupent des postes où il faut gérer l'argent public. Et si la communauté décide de badigeonner donc la ville, est-ce que si la communauté cotisait ensemble pour embellir leur ville, est-ce que cela pourrait être sanctionné? Écoutez, la décision, ce n'est pas d'empêcher l'embellissement de la ville, non. Mais ça a été précisé. On parle de badigeonnage des arbres et des artères. Les artères, ça doit répondre au code de la route pour empêcher les accidents de la circulation. C'est pas précisé dans la lettre. Non, le chef de l'État a dit... Enfin, je dis ça, les trottoirs, ça parle de la conduite. Oui. Et donc, badigeonner les arbres, peut-être que le chef de l'État
veut éviter la corruption. Mais le code de la route, il faut quand même que les couleurs soient respectées. Je pense que ça doit être dans cette vision que le chef d'État... Mais il ne refuse pas. Mais on peut aménager la ville, on peut rendre une ville attrayante sans badigeonner les arbres, sans badigeonner les trottoirs. D'abord, il s'agit de la propriété de la ville. Il y a des places publiques qui ne sont jamais propres. On peut larguer les arbres. Exactement. On peut enlever, on peut appeler les jardiniers qui vont bien entretenir les jardins publics de la ville. On peut entretenir, mettre des poubelles pour que les usagers de ces jardins puissent jeter les sachets, leurs déchets dans ces poubelles-là. Et donc, on n'a pas besoin forcément de badigeonner. Je pense que c'est une hypocrisie. Et le chef d'État veut lutter contre cette hypocrisie qui consiste à badigeonner les arbres et les places publiques à la veille des fêtes nationales pour montrer qu'on est en train de travailler. Non, quand on est maire, on est élu sur un programme de société, soit de son parti politique. Et donc, on doit être en mesure de respecter et de faire appliquer ce projet, ce programme de société de son parti. Et donc, appliquer ce programme de société, c'est ça consiste à faire des choses importantes dans la ville, pas forcément additionner pour montrer qu'on est en train de travailler. Parce que le peuple sait. Le peuple connaît à peu près ceux qui travaillent, ceux qui ne foutent rien. Et donc, il faut que les uns et les autres, à leur niveau, dans leur fauteuil, douillet fauteuil de maire, puissent véritablement travailler pour que les gens ne soient pas mis parce que c'est le parti qui les a imposés. On sait tout ça. Et donc, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils montrent qu'ils ont quelque chose dans la tête. Parce que parler développement également, il faut être instruit. Pour parler développement, il faut être instruit, il faut avoir la conscience professionnelle pour pouvoir bien gérer les mairies. C'est vrai qu'il y a des contraintes. Je n'ai jamais été maire, mais je sais qu'il y a des contraintes. Mais quand vous décidez vous-même d'être maire, c'est que vous êtes porteur d'une vision pour la commune. Et il faut le faire. Il ne faut pas arranger seulement les gens de son parti, mais il faut être animé d'une vision globale, comme l'a fait le chef de l'État. Asfaltage, c'est dans toutes les villes. On n'a pas enlevé une ville pour montrer que c'est la ville de telle partie de l'opposition, donc on ne va pas faire asphaltage. L'asphaltage, ça concerne toutes les communes du pays, ça concerne toutes les villes du pays. Donc les maires doivent travailler dans ce sens-là. Que les arrondissements, on ne dit pas que c'est l'arrondissement de tel acteur politique qui n'est pas de l'arrondissement présidentiel, donc on ne va pas développer cet arrondissement. Non, le chef d'État n'est pas dans cette vision. Et travailler pour que le nom, je parle aux maires, qu'ils travaillent pour que leur nom reste dans les annales de l'histoire comme un bon maire, un maire qui a travaillé. Et je donne un exemple peut-être qui n'est pas forcément le bon. Quelqu'un a été maire dans une autre ville, mais on l'a ramené dans une autre ville et encore, il est encore maire. Là, on a fait mercato. Mercato politique. La preuve que, quel que soit ce qu'on va lui reprocher, il est bon. Donc on peut encore l'envoyer à Nati Tengoué, par exemple. Je parle du maire actuel de Cotonou. On connaît de qui vous parlez. Et donc, c'est un peu ça. Travailler dans cette vision-là, c'est vrai qu'on peut avoir des choses à reprocher à Lucas Tropo, mais c'est un point fort. Quelqu'un qu'on a délogé. On a enlevé de Boycon pour Cotonou. Il a été maire à Boycon, on l'amène à Cotonou, il est encore maire de Cotonou. C'est vrai que vous avez me parlé de cartes politiques. Même si on l'envoie à Tiémé, il sera maire d'Atiémé. Donc ça c'est clair. Donc travailler comme ça, rester dans cette vision et épouser les valeurs du chef de l'État. Soyez un bon disciple du chef de l'État. C'est ce qu'on leur demande. Un bon disciple. Oui, du chef de l'État. Disciple parce Pourquoi disciple? Je dis disciple parce que il est animé d'une bonne vision. Il faut qu'ils s'imprègnent, pardon, les maires s'imprègnent de cette vision du chef de l'État et accompagnent le chef de l'État dans sa vision de développement. C'est-à-dire, le maire est élu comme le chef de l'État. Certains analystes disent que c'est le président de la commune parce qu'il est élu. Donc, fonctionnez comme le chef de l'État, interdisez ce que vous pouvez interdire et faites ce que vous pouvez faire. Allez au contact d'autres. Il y a l'intercommunalité qui permet aux maires de voyager, d'aller en dehors du Bénin, d'aller en Europe pour aller signer des contrats de partenariat pour sa ville. Le maire peut le faire. Donc n'attendez pas tout gouvernement. Il faut que ces maires prennent des initiatives au niveau local, au niveau de leur commune. C'est ce qu'on leur demande. On ne leur demande pas grand-chose, on ne leur demande pas d'être des stratèges politiques. Non, au-delà de la stratégie politique, développer vos communes. C'est ce qu'on leur souhaite. Je pense, au-delà de tout ce qu'on a dit, que... il parlait tantôt, Sergino, de l'asphaltage. On est à la deuxième partie donc, de ce projet, essaimage donc, de l'urbanisation, comme je pourrais l'appeler. Et il faut dire que certains maires, entre autres, peuvent attendre que peut-être une rue soit en train d'être travaillée et pendant ce temps, lui veut passer la peinture sur la rue. Ça dépend le gouvernement. Le gouvernement est en train de travailler, peut-être n'a pas encore vu, la société qui travaille n'a pas encore fini, n'a pas encore livré. Peut-être le maire peut décider de passer une couche de peinture. Ça sert à quoi? Qu'il travaille. Et ça sert à quoi? Délit d'initié. Et je pense qu'aujourd'hui, cette décision que le chef de l'État a signée, peut-être rentre dans cette
droite ligne là, parce que dans nos villes aujourd'hui, hein, la plupart de nos communes, l'asphaltage se fait, et donc je pense que il va falloir entretenir ces villes-là, entretenir ces infrastructures, et ce n'est pas passer juste une couche pour dire, en trompe-l'œil, pour dire que nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de faire de l'aménagement ou je ne sais pas, et donc c'est ici le lieu d'appeler à la conscience, comme mon vis-à-vis le disait tout à l'heure, c'est le lieu d'appeler à la conscience de nos maires, des secrétaires exécutifs qui donc aident les maires à travailler. Je pense que c'est le lieu donc de réveiller leur instinct professionnel dans ce qu'ils ont à faire. Donc le chef de l'État, peut-on le dire, vient de prendre une décision sans polémique, peut-on le dire? Oui, sans polémique, et quand ça tombe dans le champ de l'analyse politique, c'est une décision, tout le monde a son avis sur la décision. Mais je pense que cette décision n'a pas trop de polémique à mon avis. Parce que je le dis souvent, quand l'autorité prend une décision, c'est pour corriger une faille. On ne prend pas une décision pour faire plaisir. Non, c'est pour corriger une faille. C'est aux maires maintenant de se remettre en cause. Parce que la décision, ça concerne les maires. Les préfets, non, ça ne les concerne pas parce qu'eux autres sont invités. Non, ils ont le devoir de faire exécuter. De faire exécuter, et le chef d'État l'a dit. Et ça cadre, ça rentre dans le rôle du tutelle du préfet. Et donc les maires doivent se remettre en cause et savoir qu'ils ont quand même une conscience professionnelle à avoir en matière de gestion de la commune, parce que c'est eux qui gèrent la commune. Et tout ce qui concerne la commune doit être bien géré. C'est vrai qu'ils sont accompagnés, ce que veulent les réformes des secrétaires exécutifs. Et quand même, le maire doit avoir un plan d'action pour sa commune, et que ce plan d'action puisse être respecté. Ce plan d'action, ne pas trouver des formules alambiquées pour détourner les fonds publics de connivence avec les secrétaires exécutifs. Donc, il faut faire le travail comme cela se doit. Parce que le maire, c'est vrai, le maire n'a pas un salaire à la fin du mois, mais le maire a une prime. Et c'est défini par les thèses de la décentralisation. Le SE, il a de salaire, mais le maire a une prime. Et donc, je pense que quand vous avez déjà quelque chose pour le travail que vous faites, vous devrez faire le travail comme cela se doit pour qu'on n'ait pas à vous faire des reproches. Parce que la plupart de nos maires, qu'ils soient hommes ou femmes, sont des pères et mères de famille qui ont quand même qui ont des enfants à gérer. Et donc, ça n'est pas bien pour le moral quand on dit que votre père est un voleur, votre père est un détourneur. Ce préjudice, c'est vrai que les juristes nous diront que le préjudice est avant tout personnel. Mais c'est vrai que ce préjudice personnel peut jaillir sur votre progéniture, sur votre entourage. Donc, les maires sont tenus de bien faire. Et également, dans le parti où ils sont ressortissants, où ils sont issus, ça peut rejaillir sur le parti. On dira, et vous voyez la presse titrée, quand un maire détourne, on dit que tel maire de telle formation politique, il a détourné. Donc, je pense que c'est important, ça fait même honte que ce soit le chef de l'État qui prenne cette décision pour les inviter à ne plus faire cette pratique. Parce qu'il a eu vent d'un certain nombre de choses et il est le père de la nation. Le père de la nation ne dit pas forcément tout. Il a été coup précis dans son communiqué de 6 ou 7 lignes, je crois. 7 lignes. Il a été coup précis et concis. Donc, il ne veut pas, il ne veut pas rentrer dans les détails. Il a eu vent d'un certain nombre de choses. Donc, ces maires se reconnaissent et ils savent que prochainement, ils ne feront plus ça. Ils ne vont plus créer des situations, des détours pour encore détourner. Décision sans polémique. Êtes-vous de l'avis de Sergi Lolokosu? J'ai une petite crainte. Ma crainte, c'est quoi? Vous savez, après tout, hein, quoi qu'on dira, c'est des hommes et femmes de nos communes qui participent au badigeonnement, hein, comme le mot est écrit dans cette décision-là. Et donc, forcément, ça participe à faire gagner quelqu'un quelque chose. D'accord. C'est-à-dire quoi? Peut-être nous avons des ouvriers dans nos campagnes, dans nos villes, dans nos communes, qui donc, à travers peut-être cette façon de faire, ont un peu du travail. Ma crainte est, bon, quand on coupe ça, est-ce qu'ils auront encore ça dans leur travail? À la fin de l'année. À la fin, bon. Ou à la fin des fêtes. C'est une fois. C'est une fois en un an, c'est pas régulier. Non, mais. C'est une fois en un an. Et la conséquence, c'est qu'ils seront mécontents. Bon, déjà, c'est un mécontentement. Ils vont chercher là où l'exprimer. En 2026. Non,
Non, pas que ça, parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail, il n'y a pas ceci et cela. Donc, ça fait partie donc, du travail de quelqu'un. Le chef d'État ne peut pas contenter tout le monde. Non, je n'ai pas contenter tout le monde. Est-ce que j'ai dit contenter tout le monde? Non, je ne parle pas de vous. Justement, je parle de ceux qui seront mécontents, en fait. Je leur parle, quoi. Maintenant, on a déjà beaucoup de mécontents avant ceux-là. Oui. C'est-à-dire que c'est des mécontents qui s'ajoutent à des mécontents. Et bon, j'attends. De mécontent à mécontent, tout le monde sera mécontent. Bon, je ne sais pas. Mais ce que je voudrais dire, c'est que on incite nos communes, on incite notre République à faire un peu plus de place pour que chacun puisse avoir son gagne-pain. Oui, je sais. Et nous savons que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Ce n'est pas le but de cette émission, mais vous le savez, un sourire doit être maintenant aux lèvres des enseignants de 2000 contractuels de 2008 qui donc ont été reversés. Oui, cette décision, je crois que vous en parlez, mais il paraît que ça ne fait pas, ça ne rejaillit pas sur les AME. Ça ne rejaillit pas sur les AME, c'est ça. Puisqu'on en parlait, on parlait de 9 mois, 12 mois ou tout ça. Effectivement, ça ne rejaillit pas. Mais c'est quand même des familles qui sont déjà contentes. Oui, forcément. Ils sont déjà contentes. Ces familles-là sont contentes et forcément, je crois qu'on va rentrer à l'école avec un peu plus de joie, un peu plus de ferveur, un peu plus de détente dans l'esprit parce que quand vous pensez à tout ce que vous aviez perdu, tout ce que vous n'avez pas, c'est toujours la tête un peu dans les vapes que vous faites la rentrée, vous rentrez à l'école, mais vous avez la tête ailleurs parce que vous pensez à ce que la famille doit manger, vous pensez à ce que, où trouver les médicaments pour faire ci, pour faire ça, pour guérir ci et pour... Donc, je crois que ces agents-là qui sont reversés doivent pouvoir donc avoir un peu plus de détente dans l'âme, dans l'esprit et donc, ils vont aborder cette rentrée-là avec beaucoup plus de cœur. Beaucoup plus d'entrain. Donc, il n'y a pas que de mécontents. Il y a aussi des contents. Il y a aussi des contents. Et quoi qu'on dise, les enseignants constituent un bétail électoral très important. Ça, c'est vrai. Donc, si à la veille de la rentrée comme ça, le chef de l'État arrive à contenter les enseignants, je pense que c'est une bonne chose. Et ça participe de la restructuration du système éducatif, restructuration entière de notre système éducatif. Je l'ai dit, le Bénin, j'ai dit quartier latin de l'Afrique, on a reproché depuis un certain nombre d'années qu'il n'y a qu'au niveau, on a constaté une dégringolade au niveau de... Une dégringolade, au niveau de notre système éducatif et on a tout fait de pointer les enseignants parce que ce sont les enseignants qui jouent un rôle très important dans ce système éducatif. C'est vrai, c'est une bonne décision. On espère que cette décision soit étendue au niveau des AME, des aspirants au métier d'enseignant, comme l'a souligné le confrère tout à l'heure. Ça participerait de l'éducation, d'une bonne éducation dans notre pays et c'est une décision à fort impact social parce que les enseignants, ils ne sont pas seuls, ils sont avec des enfants, ils sont avec des familles, des beaux-parents également et donc c'est la joie, j'imagine, la joie de ces enseignants. On va espérer que les écureuils nous donnent, les guépards nous donnent également cette joie avec cette expédition de demain à Maputo où ils seront face au Mozambique. Ultime rencontre, ultime chance, je peux le dire, Frédéric Espoir-Mont. Eh oui, c'est leur ultime chance de pouvoir permettre à toute une nation de se... D'être content. D'être content. D'être contente. Toute une nation d'être contente. D'être contente parce que, vous savez, depuis 2019, le Bénin donc, est en train de se chercher pour les joutes internationales en ce qui concerne le football. Mais ça n'a jamais marché. Vous vous rappelez de cette expédition en Sierra Leone qui nous a coûté tout et tous les autres mots. Bien évidemment, vous aviez compris. Là, maintenant, pendant ce temps, il faut dire que nous sommes face à un adversaire qui court depuis 13 ans pour aller à cette CAN. Qui est tout de même redoutable. Vous ne trouvez pas l'adversaire trop redoutable? Je suis d'accord que ils sont redoutables, les Los Mambas, comme on les appelle, ces joueurs donc, qui sont du côté du Mozambique. Et ça va être encore très difficile parce que
c'est vrai, ils sont à 4 CAN comme nous, mais 4 participations. 4 participations comme nous. Et depuis, c'est en 2010, et depuis, ils sont en train de courir. Là, ils sont plus proches que nous, parce qu'ils totalisent 7 points. Pour nous avoir battus ici à Cotonou, pendant que nous avions dormi un peu, je rappelle justement, c'est sorti de là. C'est sorti de là. Mais maintenant, c'était les écureuils qui étaient battus. Pendant qu'on dormait un peu. Maintenant, c'est les guépards. Qu'est-ce que ça va donner? Les guépards ne dorment pas un peu. Les écureuils peuvent dormir un peu. Ils sont en éveil. Les guépards sont en éveil. Le problème, ça va être compliqué. C'est vrai que... Qu'est-ce qui sera compliqué? Il faut dire qu'elle soit... cette qualification va être compliquée. Et il faut là, que... c'est la parole ça se joue... C'est les propos du chroniqueur sportif. Ça va se jouer à beaucoup de choses. Vous savez... notre bataille contre la Sierra Leone que nous avions perdue en termes de football, c'est que nos écureuils, à l'époque, n'avaient pas su gérer toute la psychologie. J'ai posé la question à Michel Dussuyer quand il devrait aller en terre congolaise, à Kinshasa, puisque là aussi, nous avions perdu, vous vous rappelez, but à 0 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, bien évidemment. Et je posais la question, est-ce que nous avons un préparateur psychologique? À l'époque, nous n'en avions pas. Est-ce que nous en avons maintenant? Ou c'est resté comme ça? Et je n'ai pas pu poser la question à Gernot. Quel est le rôle du préparateur psychologique? Vous savez, le football se joue sur beaucoup de plans. Le football n'est pas que tactique, technique, physique. Non, le football est aussi mental. Et quand vous arrivez dans un match, là, comme celui-là, un dernier match, c'est que vous avez une anxiété. Et je crois, le coach du Mozambique, Chiquinho Condé, le disait, notre seul adversaire, c'est l'anxiété. Et s'ils arrivent à dominer cette anxiété, parce que vous vous dites, il faut tout faire et il faut tout faire. À vouloir tout faire dans ces conditions-là, vous faites pour la plupart souvent mal. Et donc, il faut savoir guider ces joueurs-là, leur parler, leur trouver les mots forts qui permettent de trouver un sursaut d'orgueil pour aller faire l'exploit. Je ne sais pas, aujourd'hui, Gernot Rohr est arrivé avec tout un staff à la tête donc des Guépards. Je crois qu'il fait beaucoup déjà, mais au-delà du rajeunissement de l'équipe, au-delà de tout, jusque-là, il faut quand même dire que Gernot n'a pas encore remporté un match dans le jeu. Un match franc. Franc, justement. En dehors de ce que nous avions remporté contre le Rwanda sur tapis vert, nous n'avons pas encore perdu non plus, il faut le dire. Maintenant, c'est l'ultime match. Et je voudrais juste me poser une question. C'est à moi de vous poser les questions. Et je vais vous poser une question franche. Allons-y. À l'étape où vous voyez les choses, est-ce que vous pensez que les écureuils vont remporter la victoire de ce samedi? Je voudrais bien y croire. Et j'y crois. Maintenant, parce que... Qu'est-ce qui vous empêche de dire oui? Ce qui m'empêche de dire oui, c'est ce que nous avions vécu par le passé. C'est-à-dire les précédents. Le cas Sierra Leone, j'en parlais. Le cas Mali en 2016, je crois. C'était les écureuils. Maintenant, nous avons les guépards. Justement, les écureuils et les guépards. Certes, il y a eu des jeunes qui ont été remis dans l'équipe. Il y a eu beaucoup qui sont partis. Mais est-ce que les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets? Tout est là. Parce que ces jeunes qui sont venus, c'est vrai, ils n'ont pas toute l'expérience, mais ceux qui ont l'expérience, ceux qui ont vécu tout ça là, doivent pouvoir les encadrer, doivent pouvoir leur parler. En attendant, je ne sais pas, je parlais donc de préparateur mental, d'un préparateur psychologique. S'il y en a, il faut aussi qu'il joue son rôle et le coach doit pouvoir trouver les mots qu'il faut pour pouvoir armer ses joueurs. Dans ça, vous allez en terre hostile
Et c'est toujours difficile. Nous n'avons pas pu passer face peut-être ici, je voudrais rappeler au Nigeria, par exemple, vous vous rappelez. Avec ce but assassin. Alors, c'était Gernot Rohr qui était à la tête donc, de cette équipe nigériane. Aujourd'hui, Gernot Rohr est avec nous. On va espérer que la chance soit avec lui. On voudrait bien voir. Nous ramène. Le problème, c'est quoi? Tout le victoire. temps que j'ai écouté Gernot Rohr, il est plus focalisé sur le rajeunissement de l'équipe et sur la Coupe du Monde. Tout le temps. Dans ça, bon, si vous voulez, quand même, chez nous, il y a un proverbe qui dit, si vous voulez pouvoir terrasser l'Iroko, il faut apprendre à arracher le baobab. Et le baobab, il est là. Est-ce que Gernot Rohr va pouvoir nous permettre de l'arracher pour pouvoir aller en Coupe du Monde dans un futur très proche? Tout est là. La question. Je vais poser une question à Sergino Lokossou qui n'est pas trop sportif, mais Sergino Lokossou, est-ce que cette équipe, vous pensez que si elle passe cette étape de qualification, pourra émerveiller les Béninois à la Coupe d'Afrique? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il ne faut jamais désespérer des guépards. Si ce sont les écureuils, on peut avoir des choses à dire, mais les guépards sont en éveil. Il faut quand même les encourager. Il faut les encourager et je pense que rien n'est perdu d'avance. Nous sommes en foot. Le jour là, demain, les écureuils peuvent développer du bon jeu à même de gagner cette qualification. Et moi, je pense que les guépards peuvent bien gagner cette qualification. Il s'agira de faire du bon jeu. Mais quand vous prenez les joueurs individuellement, ils sont conscients du fait, ils sont conscients que tout le peuple est derrière eux et qu'il faut travailler à gagner cette qualification contre le Mozambique. Et donc, je pense qu'ils ont intérêt à faire du bon jeu, ils ont intérêt à défendre les couleurs nationales afin d'hisser notre nation au rang des grandes nations de football. C'est une mission qui leur est confiée. Ils sont conscients, dans leur ensemble, ils sont conscients de cette mission-là. Et je pense qu'ils vont gagner et il faut quand même espérer qu'ils gagnent. Il faut être derrière eux, il faut les soutenir afin qu'ils gagnent réellement. Michel Dussuyer a habitué notre équipe à jouer au défensif. Est-ce que c'est le cas aussi avec Gernot Rohr? Non, Gernot Rohr, il aide dans le rajeunissement, de faire évoluer le jeu. Le jeu donc commence déjà par la défense pour évoluer. Donc je crois que le jeu, ouvert. La meilleure façon pour une équipe de se défendre, c'est d'attaquer. Et c'est cette tactique-là que Gernot essaie de mettre en place jusque-là, sauf que est-ce qu'il a toutes les armes qu'il faut pour y aller? Je ne crois pas. Aujourd'hui... Est-ce qu'il y a des absences qui risquent de jouer sur l'équipe? L'absence de taille, c'est Sebi Osoku qui, ma foi, reste quand même l'un des métronomes qui permet du milieu du terrain, qui permet à ce milieu de terrain-là de mieux s'exploser, qui donc depuis un certain temps, depuis pratiquement... blessé. Bon, toutes les fois qu'on l'appelle, il prétend de quelque chose ou il trouve quand même une excuse pour ne pas venir depuis 2-3 matchs. Il est blessé. Officiellement, on dit qu'il est blessé. Oui, attendez. Il faut que je vous rappelle ce qui fait que, en tout cas, depuis cette époque où il ne revient pas. C'est depuis ce match qu'on a perdu contre le Mozambique où les joueurs ont été caillassés que Sebi Osoku ne revient plus pratiquement en sélection. Et donc, toutes les fois, il trouve une raison, soit il est blessé, soit c'est la famille. Il a été choqué. C'est possible. Voilà un peu des choses que nos compatriotes ne doivent plus faire. C'est vrai, quand on perd, c'est difficile, mais le foot, c'est la victoire, c'est la défaite, c'est le nul. Il faut le comprendre comme ça. C'est ça le jeu même. Et c'est ce qui est donc là... ce qui fait que pour la plupart du temps, ces joueurs-là gardent un choc et donc n'arrivent pas à exploser. Deuxième chose, deuxième joueur qui manque à l'appel, c'est vrai qu'il n'a pas de club depuis quelques jours. Je veux parler donc de Khaled Adeno, qui donc... Mais il y a des gens qui n'ont pas de club qui sont en sélection. Donc si vous avancez l'argument de club, ça ne passera pas. Ah oui, c'est ce qui d'ailleurs a appelé un commentaire un peu trop désinvolte de la part de... désinvolte. Oui, ce commentaire que Michael a fait en disant que... Il paraît que c'est son frère qui a fait le commentaire. Un cousin. Un cousin à lui. Le téléspectateur a dit que c'est un cousin. Écoutez, ce qui est sûr,
Bon, on a fini par effacer tout le commentaire, toute la page, et puis bon. Mais toujours est-il que Poté, il joue, il évolue. Je crois qu'il a même changé récemment de club et a permis donc à ce club-là encore de mieux exploser dans son championnat, même si c'est en Géorgie ou je ne sais où. Toujours est-il qu'il faut quand même de l'expérience dans ces jeunes-là. Et parmi ceux qui sont expérimentés, quoi qu'on dise, Khaled Adénon reste quand même un des très expérimentés, même si de temps en temps, il commet des erreurs. Oui. Et, bon, en dehors de ça, il y a bon nombre de joueurs qui n'ont pas une seule minute de temps en club, depuis pratiquement 4 ou 5 heures. Il y a d'autres qui n'ont pas du tout de club. Stéphane Sesseyon. Sesseyon qui n'a pas de club, qui, bon, aux dernières nouvelles, est en train de négocier avec un club. On attendant de oui, il n'a qu'à négocier avec Requin. Bon, ça peut être aussi le Bénin. Qui sait? Je ne sais pas. Le Bénin aussi a un championnat. Le vent souffle certainement depuis. Mais allez voir l'écran, on voit bien qu'ils sont en jambes quand même. Ils sont en jambes. C'est vrai que les Mozambicains aussi, c'est des gens qui courent beaucoup. Écoutez, le Mozambique a actuellement une équipe assez solide parce qu'il y a pratiquement... tous les compartiments sont dotés. Et c'est des joueurs qui, pour la plupart, évoluent ensemble. Il y a 5 joueurs qui sont du même club. Imaginez ce que ça va donner quand ils se mettent ensemble sur le terrain. On va espérer. Il y a des absences de taille également du côté de Mozambique, notamment Renildo, qu'on ne présente plus, celui-là donc qui évolue du côté de l'Espagne. Et puis il y a Zanaidine Junior qui aussi a manqué. Mais à côté de ceux-là, il y a quand même eu 2 nouveaux naturalisés qui sont appelés. Wow. Il s'agit de Ricardo Guirma et puis Jonathan Mouimo qui donc ont été naturalisés et qui donc vont jouer ce jeu-là. Et donc, en dehors de ça, il faut rappeler que nous sommes dans un contexte où nous jouons à l'extérieur et que une bagatelle, je ne dirais pas une, des sommes ont été promises à ces joueurs-là des Los Mambas. Ah, et chez nous, il n'y a rien. Pas encore. Rien. Le président de la fédération est en voyage. Ah, ça, je ne sais pas. Le président de la République. Le président de la République. On va souhaiter bonne chance donc au Guépard et que la chance soit avec nous, les membres de nos ancêtres puissent donc renverser la vapeur parce que nous avons envie de vivre cette CAN que nous avons vécue, qui a fait qualifier l'équipe jusqu'en quart de finale. On aurait pu battre le Sénégal à l'époque. Affaire à suivre, des nouvelles nous sont parvenues. Sergino Lokosu, Frédéric Espoir Roumambourg, le maire de la commune de Diakotomé vient de passer l'âme à gauche. Et Bruno Faingbe, comme on l'appelle. Il paraît même que c'est l'un des aînés en termes de maire. De maire, oui, tout à fait, c'est vrai. Et il a été élu, il faut le rappeler, le 28 mai 2020 par 25 conseillers à l'unanimité. Et voilà, l'octogénaire. Fut membre donc du parti Union Progressiste, le Renouveau, et proche de la mouvance présidentielle. Que dirons-nous, Père? Paix à son âme, paix à l'âme de notre papa, paix à l'âme de certainement un développeur parce qu'il a participé forcément à quelque part à bâtir la République, puisque la République c'est d'abord nos contrées, nos communes et donc nos préfectures, etc. Je crois qu'il a fait ce qu'il fait et il peut faire. Et donc, quand l'ultime heure sonne, rien ne peut contre cette force-là de la mort. Malheureusement, on va souhaiter à toute sa famille politique comme sa famille normale, biologique bien évidemment, les condoléances. Je pense qu'au-delà, condoléances également, paix à l'âme du maire Bruno Faingbe qui quand même a donné ce qu'il peut pour cette nation-là. Condoléances à sa famille biologique et à sa famille politique, notamment à l'Union Progressiste qui vient de perdre un membre, on va dire, influent, une personne ressource s'il était encore en vie.
Condoléances également aux parents de notre consoeur qui est morte du fait... Malène Zouma, consoeur morte d'une opération de césarienne qui sera inhumée demain. On va finir en guise de mot de fin. Oui, je pense qu'il faut quand même souhaiter nos condoléances à la famille de notre consoeur également, jeune partie dans la fleur de l'âge, du fait d'un pipiqueur sauvage qui n'a pas pris la décision qu'il faut au moment où il le faut. Elle est partie, on va souhaiter quand la mort veut vous appeler, paix à son âme. Et les gens autour de vous et je pense que commettent des bêtises. C'est Victor Hugo qui, dans les contemplations, nous montre le caractère éphémère de l'homme en disant « Je conviens à vous, Seigneur ». Je le cite d'abord, « Je conviens à vous, Seigneur, confessant que vous êtes bon, clément, indulgent et doux, ô Dieu vivant, vous seul savez ce que vous faites et que l'homme n'est qu'un jonc qui tremble au vent. » Et donc, on va souhaiter la paix à l'âme de Malène, notre consoeur, et également à ses parents qui pleurent de ne pas pleurer. Quand la mort vient, on ne peut rien. C'est Gino Logos. Sacré Serge Logos. C'est moi qui vous remercie. Oui, c'est le moment de prier pour nos guépards et de voir si, comment il s'appelle, Gernot Rohr est un coach, est un sélectionneur. S'il est un vendeur de rêves ou un vendeur de pacotille, nous le saurons dans les heures qui vont venir, certainement demain soir. J'ai rien à dire, sans commentaire sur vos propos. Madame, Monsieur, c'est fini pour le forum des rédactions de ce vendredi. J'espère que vous nous avez suivis. Merci de partager l'émission. À la réalisation, c'est le jeune et compétent Marcel Yedo. Au son, c'est Alain Alou. À la diffusion, Martin Toïsset. Et puis, le community manager qui vous permet de nous suivre. Et c'est bien Modeste Koundé-Kondi sur les plateformes. Il faut ajouter Lazare. Lazare Modeste Koundé-Kondi. Lazare Modeste Koundé-Kondi. Madame, Messieurs, à bientôt. Passez bon week-end.